Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la mort étrange d'Ophélie Bretnaché. Alors, restez là. Cette histoire se passe en Hongrie, et plus précisément au sein de sa capitale, Budapest. Nous sommes le 4 décembre 2008, et il est environ 3h30 du matin, lorsque deux étudiants italiens qui rentrent de soirée trouvent un sac à main sur le pont des Chênes. À l'intérieur, des papiers d'identité au nom d'Ophélie Bretnaché et un téléphone portable. L'un des deux le rapporte chez lui. Le lendemain, soit le 5 décembre, il reçoit un texto sur le téléphone trouvé la veille, et il y répond en indiquant sa découverte. Le texto provient d'une amie d'Ophélie qui, de ce fait, prend rendez-vous avec le jeune homme pour récupérer le sac afin de le rendre à son ami. Elle part alors où est logée la jeune fille, c'est-à-dire chez une famille de médecins à Buda. Mais la maison est vide. Alors elle ne s'inquiète pas plus que ça et elle se dit qu'ils doivent passer la journée quelque part, tous ensemble. Il est important de signaler qu'il n'y a pas ses clés dans le sac. Mais plus tard, dans l'après-midi, la famille d'accueil d'Ophélie est contactée par l'école de leurs enfants. Ophélie, tout comme la veille d'ailleurs, n'est pas allée les récupérer. Et c'est pourtant le deal. Ophélie et leur jeune fille au père. La veille déjà, ils avaient été étonnés qu'elle ne s'y soit pas rendue, mais ils se sont dit que vu son âge, elle avait dû avoir mieux à faire en oubliant de les prévenir. Mais 2 fois de suite, alors que ça ne lui était pas arrivé une seule fois depuis qu'elle est là, il se rend compte que quelque chose cloche. Et quand, dans la soirée, la copine d'Ophélie les contacte, il n'y a plus aucun doute possible. Il s'est passé quelque chose de grave. Ils appellent alors tous les hôpitaux qui leur confirment qu'Ophélie n'est pas hospitalisée, et ils préviennent alors ses parents. Ophélie Bretnaché est née le 8 juin 1986 à Verdun. Elle a 2 frères. Ophélie a toujours aimé l'école et pour cause, elle est à 22 ans en master de finance à l'école Subdeco de Reims. Et cette année, elle a décidé de poursuivre ses études tout en voyageant. Elle réussit à intégrer le programme Erasmus, sachant qu'il n'y avait que 4 places sur 450 demandes. C'est pour vous dire à quel point elle est très très bonne élève. Elle choisit d'étudier à Budapest et intègre l'université Corvinus. Elle vit dans une famille d'accueil qui la loge dans une dépendance de la maison familiale où elle a sa propre entrée privée. C'est ce qui explique que la famille ne s'est pas pu s'inquiéter que ça le premier jour de sa disparition. En contrepartie, elle s'occupe de leurs enfants pendant que le couple travaille. C'est leur jeune fille au père. Côté cœur, Ophélie a un petit copain depuis assez longtemps avec qui tout se passe pour le mieux. La veille de sa disparition, Ophélie avait reçu une réponse positive d'une demande de stage qu'elle avait effectuée dans une entreprise. Elle en était très fière et très contente. Pour résumer, il n'y avait aucun nuage dans la vie d'Ophélie, aucune ombre au tableau. Sa vie allait pour le mieux. Il est donc impossible qu'elle ait décidé de disparaître volontairement. Il est assez rapidement avéré que la disparition d'Ophélie a eu lieu dans la nuit du 4 décembre, aux environs de 3h du matin. Soit une demi-heure à peine avant la découverte de son sac sur le pont. L'université d'Ophélie a organisé une soirée privée pour la Saint-Nicolas dans le bar Portside of Cuba. Et c'est à 23h le 3 décembre qu'elle y rejoint ses amis dans ce bar. Petite précision importante, Budapest possède 2 quartiers principaux, Buda et Pest. Ils sont séparés par le Danube qui coule entre les deux. Ophélie loge côté Buda et rejoint ses amis côté Pest. La soirée se passe pour le mieux, Ophélie boit quelques verres et elle décide de quitter le bar vers 2h40 puisque le lendemain, elle a des examens à réviser. Le trajet d'Ophélie que je vais vous décrire est connu grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville récupérées par la police. En sortant du bar, elle prend la direction de la gare routière, là où elle peut prendre un bus direct pour rentrer chez elle. Mais pour une raison encore inconnue, elle bifurque à l'ouest, passe devant la basilique Saint-Étienne, puis prend une rue piétonne et arrive sur le square Roosevelt. Ce square est situé juste en face du pont des Chênes. Et c'est là que l'on perd sa trace. Cette image sera la dernière image d'Ophélie, et on sait que son sac sera retrouvé 100 mètres plus loin, sur le pont des Chênes.
Une fois l'alerte donnée, plus personne ne perd de temps pour chercher Ophélie. Ses parents se rendent sur place, le Danube est sondé durant des jours par des plongeurs, des avis de recherche sont placardés dans toutes les rues de Budapest, et en France, les amis d'Ophélie se mobilisent et créent des pages dans toutes les langues sur Facebook afin de recueillir le plus de témoignages possible. Mais toujours aucune trace d'Ophélie. Le 22 janvier 2009, le parquet de Budapest ouvre une information judiciaire pour enlèvement. Son père va inlassablement, plusieurs fois par semaine, se rendre de Vienne en Autriche, là où il vit, jusqu'à Budapest pour chercher sa fille. C'est le 12 février 2009, soit plus de 2 mois après sa disparition, que le corps d'Ophélie est retrouvé par des marins à Sespel, dans un des bras morts du Danube, à 40 km du Pont des Chênes. Elle porte les mêmes vêtements que le soir de sa disparition et a également toujours ses bijoux sur elle. Une première autopsie est réalisée à Budapest. Elle indique aucune trace de violence, un corps en bon état donc probablement conservé dans l'eau. Seul élément troublant, elle a un gros bleu sur la cuisse. Le médecin légiste estime sa mort au jour de sa disparition et conclut à un suicide. Pour la famille d'Ophélie et ses amis, c'est totalement impensable. Ils avaient directement exclu la possibilité de la disparition volontaire, alors le suicide, autant vous dire qu'ils y croient encore moins. Ils demandent alors une seconde autopsie, en France cette fois, après le rapatriement de son corps. Et c'est en mars 2009 que celle-ci est pratiquée. Mais au grand désarroi de sa famille, elle confirme l'autopsie hongroise. Mort par noyade, sans assistance d'un tiers, suicide. Les obsèques d'Ophélie ont lieu le 15 mars 2009 en présence de plus de 1000 personnes venant apporter leur soutien à la famille. Par la suite, les parents d'Ophélie demandent à la Hongrie d'ouvrir une information judiciaire pour meurtre, puis déposent plainte en France en février 2010. Une information judiciaire est ouverte. Certains points troublants restent à éclaircir. Les analyses des diatomées permettant de connaître avec exactitude le lieu du décès sont manquantes dans le dossier. Les bornes téléphoniques situées sur le trajet d'Ophélie n'ont pas été exploitées. Cela aurait permis de connaître les individus présents sur la route d'Ophélie et surtout de pouvoir les interroger, savoir s'ils ont vu ou entendu quelque chose, ou encore vérifier l'emploi du temps de ces personnes. Le témoignage d'un promeneur qui a entendu des cris de femmes à l'heure de la disparition et à proximité du lieu de la découverte du sac n'a pas été approfondi. Dernier élément, et pas des moindres, le corps d'Ophélie a été découvert dans un endroit situé à contre-courant du Danube. Et ça démontre qu'il est très fortement improbable qu'elle ait dérivé du Pont des Chênes. Le 1er janvier 2013, Daniel Gliksten, un jeune étudiant anglais, disparaît mystérieusement dans les mêmes circonstances et au même endroit qu'Ophélie. Et là encore, son corps sera retrouvé 2 mois plus tard, toujours dans le Danube cette fois, mais à 70 km du Pont des Chênes, et toujours, bien sûr, à contre-courant. En avril 2014, un non-lieu est prononcé par la justice hongroise. Le dossier d'Ophélie est clôturé par suicide ou accident. La famille d'Ophélie n'a donc plus aucun recours possible, sauf bien sûr si un nouvel élément allant à l'encontre des conclusions de la Hongrie est découvert. Alors, à votre avis, qu'est-il arrivé à Ophélie ? Personne ne croit au suicide d'Ophélie. Alors ok, vu sur le papier, Ophélie avait une vie que certains pourraient envier. Elle était jeune, jolie, elle avait un petit copain, une relation a priori stable, elle réussissait ses études très brillamment et elle avait beaucoup d'amis. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment ça le bien-être intérieur ? Qui peut réellement savoir ce que les gens ressentent au fond d'eux, à part eux-mêmes ? Et d'autant plus quand tout nous réussit. Est-ce que c'est légitime de se plaindre lorsque de l'extérieur on a une vie de rêve ? On ajoute à ça le côté doué pour les études d'Ophélie, mais si elle est si bonne élève, c'est qu'elle s'en donne les moyens. Généralement, on ne réussit pas sans rien faire. Cela implique beaucoup de travail, de rigueur et de sérieux, mais aussi des compromis, des sacrifices, et aussi certainement son lot de stress. Et si elle n'arrivait tout simplement plus à gérer tout ça, qu'elle était, comme on dit, en burn-out ? Alors attention, ce ne sont que des suppositions, c'est juste pour vous démontrer qu'on n'est pas dans la tête des gens. Et pour exemple, un certain nombre de personnes célèbres, pour qui de l'extérieur tout réussissait, ont choisi de se donner la mort volontairement. Ophélie, ayant un peu bu ce soir-là,
Ça lui a peut-être donné le courage de faire ce geste désespéré, qui peut-être trottait dans le fond de sa tête depuis un moment déjà. Ophélie rentrait seule, à pied, et n'était apparemment pas suivie, d'après les caméras de vidéosurveillance. Elle a bifurqué d'elle-même sur le pont des Chênes. Ça faisait déjà 15 minutes qu'elle marchait. Et si elle avait tout simplement voulu faire une pause? Elle se pose au bord du pont pour admirer la vue sur Budapest de nuit, avec toutes ces lumières qui brillent et qui se reflètent dans l'eau du Danube. Et subitement, alors qu'Ophélie est absorbée par la beauté du paysage, un homme seul, bien alcoolisé, passe derrière elle et décide tout simplement de la pousser dans le Danube. Acte totalement gratuit, je vous l'accorde, dit comme ça n'a ni queue ni tête. Et pourtant, en 2012 à Bordeaux, 6 personnes retrouvées mortes noyées dans la Garonne, en un an seulement, ont forcé la police à se pencher sur la théorie d'un serial pousseur. À Paris, de nombreuses personnes ont été également poussées intentionnellement sur les voies du métro. Plus récemment, en février 2024, dans le Val-de-Marne, 3 personnes âgées ont été poussées dans le lac de Créteil en une semaine seulement. Le mystérieux pousseur en série est toujours recherché. Ophélie prenait la direction de la gare routière, mais elle a bifurqué bizarrement à gauche, changeant son itinéraire sans raison apparente. Et si elle était bel et bien suivie, mais de loin? Alors ok, je vous l'accorde, on ne voit personne lui emboîter le pas sur les caméras de vidéosurveillance. Mais s'il a laissé une bonne marge de sécurité, en plus des angles morts, on a très bien pu passer à côté. D'autant plus qu'elle pouvait être suivie par un homme en voiture et que c'est pour cette raison qu'elle a pu emprunter la rue piétonne. Mais en sortant de cette rue, elle se rend compte que lui aussi a fait le tour ou qu'il s'est carrément garé pour continuer à la suivre à pied. En sortant de la rue, elle débouche sur le square et, devant elle, le pont des Chênes. À partir du moment où il sort de sa voiture et où lui emboîte le pas, elle court jusqu'au pont et, pour être certaine de lui échapper, elle se jette elle-même dans le Danube. Avant ça, elle aura posé son sac, pris les clés de chez elle et elle pensait pouvoir nager jusque la rive, puis remonter. Mais en raison du vent et des courants, elle se noie. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu? Théorie 1, le suicide. Théorie 2, l'homicide. Théorie 3, la tentative d'enlèvement. Ou théorie 4, la vôtre. Et si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet communauté de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.